Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette capsule du Cerium, le Mexique d'AMLO, Andrés Manuel López Obrador, nouveau président mexicain, investi au pouvoir le 1er décembre dernier. Un nouveau venu, non pas en politique mexicaine, mais à la présidence, puisque son parti, La Morena, n'a jamais occupé ses fonctions jusqu'à présent. Après presque un siècle de règne sans partage du PRI et du PAN. Donc un président résolument à gauche, certains diraient populiste. Son programme se définit, enfin il le définit, le présente comme étant la 4e transformation. Donc pour comprendre son programme politique, ses principales ambitions, je discute aujourd'hui avec Annabelle Diaz-Félix, étudiante au doctorat au Cerium. Bonjour. Bonjour. Alors, 4e transformation, tout d'abord, c'est la 4e après quelle transformation? Alors, 4e transformation, en fait, ça fait référence aux 3 grandes transformations dans l'histoire du Mexique. Donc, on a l'indépendance entre 1810 et 1821. On a ensuite la Reforma, donc, qui en fait donne lieu à la séparation entre l'État et l'Église, entre 1858 et 1861. Et on a ensuite la Révolution mexicaine qui donne lieu à la Constitution de 1917 qui régit actuellement encore le Mexique. D'accord. Donc on voit bien que c'est une trajectoire assez longue. Ah oui, il s'inscrit vraiment il se voit comme une figure historique très importante, là. Tout à fait. Donc, le programme 4e transformation, maintenant, qu'est-ce que c'est? Alors, donc la 4e transformation, dans cette continuité, encore une fois, de l'histoire mexicaine, l'idée, c'est de libérer le pouvoir politique du pouvoir économique. Donc lui, ce qu'il veut, c'est mettre en place un véritable état de droit, une vraie démocratie. Et selon lui, comme dans les autres transformations, c'est quelque chose qui vient du peuple, qui vient du bas. Et cela se voit notamment dans l'élection. Toutefois, ça se fera de façon pacifique, alors que les autres transformations étaient faites avec les armes. Ça, c'est dans sa prétention, évidemment. Ça, c'est sa lecture des choses. On pourrait évidemment la contester ou la critiquer, mais je comprends que c'est sa position. Je crois que dans son élément, en fait, parmi les éléments de son programme, il y a la lutte à la corruption et la lutte contre la violence, le trafic de drogue. Enfin, il y a bien d'autres choses, mais je crois que d'ici, vu du Québec, c'est peut-être les éléments qu'on surveille le plus, qui sont les plus dramatiques, si on veut. Qu'est-ce qu'il entend faire sur ces sujets? Alors, en effet, dans son programme, il y a 3 grandes lignes qu'on peut déceler. La première, c'est de combattre la corruption et l'impunité. Pour ça, dans son programme, on n'a pas vraiment de mesures très claires, très détaillées. On a quelques indices, notamment de rendre la corruption comme un délit grave dans la loi. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le président, mais aussi les membres du gouvernement, aussi bien les sénateurs que les députés, par exemple, peuvent être jugés en mandat pour des actes de corruption. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez inédit. Et qui doit effrayer certains élus, quand même. Qui devrait, disons. Okay. Après, il faut voir en pratique. Ensuite, effectivement, il a aussi mis l'accent sur la violence, mais avant ça, sur les inégalités sociales et sur tout ce qui est justice sociale. Oui. Donc pour ça, il veut mettre en place beaucoup de programmes sociaux, notamment pour les étudiants. Il a comme ce qu'on pourrait dire ambition de rendre la scolarité gratuite à tout niveau. Il parle aussi de pensions universelles pour les personnes handicapées et d'augmenter les pensions de retraite pour les personnes âgées. Donc on a d'autres programmes sociaux évidemment, mais ça fait partie de ceux qu'on voit le plus. Et s'agissant de la violence et de l'insécurité, il a créé ce qu'il appelle le plan de paix et de sécurité. Donc si on peut le résumer un peu grossièrement, en quelques mots, il prétend militariser un petit peu la sécurité publique. Ce qui n'était pas déjà le cas, parce que l'armée a été appelée en renfort déjà depuis 2006, je crois. Là. Oui, dans certaines zones, mais pas partout dans le Mexique. Là, l'idée, c'est aujourd'hui de créer ce qu'il appelle la garde nationale, sur le modèle de la gendarmerie française et aussi de la garde civile espagnole. L'idée, c'est d'avoir un corps qui est indépendant, qui est composé de membres de l'armée de terre, de la marine et aussi de la police fédérale, qui sera implanté dans tout le pays. Donc on aurait une coordination nationale de ces gardes nationales un petit peu partout dans le pays. Ce qui est un petit peu problématique étant donné que dans les États du Nord, par exemple, on n'a pas les mêmes problématiques qu'à Mexico ou dans les États du Sud. Il veut aussi, concernant la violence, régulariser dans la Constitution la participation des militaires dans la sécurité publique. Donc tout ça nous amène vers une militarisation de la sécurité publique, ce qui est, à mon avis, un petit peu
dérangeant. Dérangeant. Peut-être vous pouvez préciser avec cette question-ci, quelles sont les embûches qui se dressent devant lui? Parce que c'est pas le premier président à vouloir faire obstacle, à vouloir contrer la violence, la corruption. C'est pas rien, là. Qu'est-ce qui est différent dans son cas et quelles sont les embûches, c'est ça, particulières à lui, à son programme? Alors, concernant la corruption, qu'est-ce qui est de nouveau? Ça serait effectivement de rendre loi le fait que la corruption devienne un délit grave. Ça, c'est inédit dans le pays. Donc, on s'y attend. Après, il faut voir qu'est-ce que ça va donner en pratique. Oui. Il y a la loi, puis il y a la pratique, comme tout le monde le sait. L'implantation, oui. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir. Mais surtout, quelque chose qui est assez intéressant, c'est que dans son discours, mais aussi dans son programme, il parle de mettre un point final à la corruption et de créer un nouveau départ. Donc, ça veut dire que dans son discours, il propose une sorte d'amnistie officieuse, en fait, de tous les acteurs de la corruption précédente. D'accord. Donc, ce serait tous les actes posés à partir de maintenant, mais ce ne serait pas rétrospectif. Exactement. Les actes posés hier, par rapport en fonction de l'adoption de la loi, ne serait pas, continuerait à jouer d'une amnistie. Exactement. D'accord. Donc ça, c'est problématique à plusieurs endroits, mais aussi, surtout parce que le Mexique est signataire de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et ça veut dire qu'il s'engage à poursuivre les personnes qui ont été inclus ou dans les actes de corruption. Et si le président décide de ne pas le faire et de donner une amnistie à ces personnes-là, il s'engage dans des poursuites pénales. Oui. Donc il y a quand même certaines limites qu'on se demande comment il va surpasser. Concernant la corruption en tout cas, puis surtout concernant la corruption, on n'a pas d'autres mesures concrètes pour le moment qui sont proposées. Sachant que le Mexique est un des pays où la corruption est la plus ancrée dans le système, ça paraît un petit peu compliqué pour les experts, donc on va voir ce qui est proposé par la suite, mais pour le moment ça paraît un petit peu compliqué. Oui, effectivement, il faudra voir, vaste problème et vaste programme aussi. Annabelle, merci beaucoup. Merci.